antidopage. Tu sais, ça a gêné personne too big to fail. La Russie, ça a gêné personne de leur rentrer dedans comme il fallait. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit too big to fail. Euh, je- je- J'attends avec impatience en fait le rapport d'enquête. Parce que peut-être, et j'espère qu'on va comprendre les choses. Tu sais, As-tu confiance à la personne qui a été nommée pour le rapport d'enquête? bah, je le connais pas. Ouais. C'est un procureur, tu sais, c'est une affaire de preuve en fait en l'espèce. Donc après, on a pu dire dans les médias que c'était quelqu'un qui avait pas d'expertise en droit du sport. Bon, c'est un fait. On aurait peut-être pu aller chercher quelqu'un qui avait une expertise. Euh, c'est pas la personne en fait, c'est le processus. Bonjour et bienvenue au Code. Aujourd'hui, je reçois un ami, mais aussi le directeur de la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport à l'Université de Sherbrooke. Pendant ce podcast-là, on va discuter quoi d'autre que d'antidopage. Alors, bienvenue David, merci d'être avec nous aujourd'hui. Évidemment, la lutte antidopage, c'est vraiment un éternel combat. Puis à l'approche des Jeux olympiques, on va parler de plusieurs ou quelques thèmes. Particulièrement ce qu'on a vu récemment, les athlètes chinois qui ont été en fait, où il y a des soupçons de dopage et puis ça a été géré d'une certaine manière avec l'AMA. Donc, j'ai vraiment hâte de t'entendre là-dessus, David. Ensuite, on va parler un peu de Valieva, puis t'entendre sur ça. Puis la présence des Russes aux Jeux olympiques aussi en 2024. En partie relié avec l'Ukraine, en partie relié aussi avec le dopage. Alors, bienvenue Merci. à l'épisode. Et puis, peut-être pour commencer, David, peux-tu expliquer un peu qu'est-ce que c'est la chaire de recherche sur l'antidopage à l'Université de Sherbrooke? Parce que je pense que c'est unique au monde. Oui, en fait, une chaire de recherche, c'est avant tout la reconnaissance de l'expertise d'un professeur dans un domaine déterminé qui va lui permettre de développer une infrastructure. J'enseigne moins qu'un prof régulier d'université. Donc déjà, un prof d'université, c'est avant tout un chercheur. Donc moi, j'enseigne 2 fois moins que mes collègues. Donc j'enseigne 70 heures par an. Et le reste du temps, c'est consacré à la recherche, à l'animation d'équipe. Donc avec des étudiants-chercheurs qui sont au doctorat, à la maîtrise, qui travaillent sur des sujets qui sont reliés à ceux de la chaire. Et avec des collègues qui travaillent, alors peut-être pas tout leur temps de recherche, mais qui investissent une certaine partie de leur temps de recherche. Depuis, la chaire a été créée en 2019 sur un premier mandat 2019-2024 et là elle est renouvelée pour 2024-2029 avec alors on reste sur l'antidopage mais on élargit aussi à l'intégrité. Donc, assez largement, donc match truqué, corruption, mais aussi et surtout l'intégrité vue très largement avec l'impact des droits humains finalement sur l'athlète. Parce que je pense que dans le dopage et dans toutes ces questions-là, c'est des questions assez fondamentales. En termes d'impact, qu'est-ce que ça donne depuis 2019 ? C'est plus de 60 publications scientifiques. Donc, c'est l'accompagnement de certaines organisations dans la révision de leur politique. Je travaille avec World Boxing, je travaille avec World Athletics, je travaille avec des gouvernements comme le gouvernement de la Tunisie par exemple. C'est des étudiants qui diplôment et c'est aussi un DESS, un programme de cours de 2e cycle dans lequel tu interviens d'ailleurs. Oui, en fait c'est ça, il faut le souligner. Où on forme la relève de demain de la lutte antidopage et de la gouvernance du sport de haut niveau. Donc c'est assez unique. Il y a et nous on a un programme qui est pluridisciplinaire. Donc moi si je suis prof de droit, je travaille avec des médecins, avec des sociologues, avec etc. Donc des psychologues, donc diverses disciplines qui sont toutes finalement impliquées dans la lutte antidopage dans le sport. Et c'est ça qui rend unique finalement notre chaire. Il y a une autre chaire antidopage à l'université Nanterre, Paris-Nanterre en France, mais qui est elle très basée, très axée sur la sociologie du sport. Donc c'est différent et ça se complète très bien avec ce qu'on fait, on s'entend super bien. Mais oui, nous c'est assez unique d'avoir développé cette expertise depuis 5 ans. Et je pense que c'est quelque chose dont je suis assez fier. Quand tu dis que c'est assez... bravo, félicitations. Quand tu dis que c'est assez unique, donc il y en a une à Nanterre, l'Université de Nanterre, mais est-ce que vous êtes à même niveau ou bien la chaire de je te dirais que c'est différent. Nous, la chaire a été rendue possible par un financement conjoint de l'Agence mondiale antidopage et de l'Université de Sherbrooke. La chaire de Nanterre, c'est l'UNESCO. C'est les 2 institutions qui sont impliquées dans la lutte antidopage. Nous, à partir de 2024, au niveau du renouvellement, on va faire le renouvellement sans l'Agence mondiale antidopage
pour aller encore plus loin dans notre indépendance. Parce que, in fine, même si l'Agence mondiale antidopage n'a rien à dire sur ce qu'on fait, il y a quand même, je pense, puis on pourra en parler plus tard, des perceptions qui sont importantes. Et je pense que dans le monde de la recherche académique, c'est un défi et c'est quelque chose auquel on tient plus que tout. Moi, je dis demain, s'il y a quelqu'un qui me dit il faut travailler là-dessus, je vais changer de métier, puis je vais venir travailler avec toi comme avocat, c'est complètement différent, c'est des métiers différents, puis moi, c'est pas ce que je veux faire. Et l'AMA m'a jamais dit ce qu'il fallait que je fasse ou ce qu'il fallait que j'écrive, mais il y a quand même, je pense, une perception qui est importante. Et je pense que pour moi, c'est important aussi qu'on puisse voler de nos propres ailes au bout de 5 ans. Et je pense que la question des conflits d'intérêts ou des conflits d'intérêts en apparence, c'est un des défis aujourd'hui de la lutte antidopage dans le sport, de manière très large, on en parlera peut-être. Et donc, c'est pour ça aussi que nous, on cherche à voler de nos propres ailes à partir de 2020. Parce que vous pouvez être interpellé à critiquer peut-être les travaux de l'AMA. Puis on va en parler tout à l'heure aussi. Là, je l'ai déjà fait dans les médias. Je l'ai critiqué. Est-ce que ça a déjà créé des froids ou des enjeux avec l'AMA qui vous finance? Ou... Joker? OK, donc on passe à la prochaine question. C'est ça. Mais je pense que j'ai eu ma réponse. Donc, parlons tout de suite des athlètes olympiques chinois. On a vu dans les médias récemment, là, aujourd'hui, on est le 6 mai 2024, pour ceux qui écoutent ça plus tard. Donc, il y a quelques semaines, il y a eu en fait une explosion médiatique sur des athlètes chinois qui avaient testé positif au début 2021 pour une substance interdite. Et il n'y a pas eu de suite à ça. Et donc, c'est sorti. Et j'aimerais ça que tu mettes en contexte, que tu expliques un peu qu'est-ce qui s'est passé et où on en est aujourd'hui. Oui, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est lors des sélections chinoises en matière de natation pour les Jeux Olympiques de 2022. Mm-hmm. Il y a, je pense, 13 ou 14 athlètes qui ont testé positif à une substance qui s'appelle... C'est pas pour 21, pour Tokyo? C'est pour Tokyo, excuse. Pour Tokyo, oui, d'accord. Ouais. J'étais mêlé dans mes dates. Ils ont changé toutes les dates des Jeux, là, donc j'étais mêlé. Mais oui, c'est pour Tokyo, tu as raison. Et il y a un certain nombre d'athlètes, dont certains qui ont gagné des médailles par la suite aux Jeux, qui ont testé positif à une substance qui s'appelle la triméthazidine. Mm-hmm. Alors, le contrôle a été effectué sous l'égide de l'agence antidopage chinoise, Shinada. Lorsque l'agence antidopage chinoise a notifié l'AMA des contrôles positifs, l'agence antidopage chinoise est arrivée avec une explication. Donc, elle a dit c'est de la contamination. Contamination, on sait que c'est l'excuse un peu tarte à la crème des athlètes qui sont dopés, qui est parfois véridique, hein, mais où finalement on va démontrer que la prise de substance n'est pas volontaire, elle est involontaire et elle n'est pas liée à une action quelconque de l'athlète. Et ici, l'histoire qu'on nous a expliquée, c'est que ça aurait été finalement une contamination dans la cuisine de l'hôtel dans lequel résidaient les athlètes. Et tout ça, en fait, vient et est dévoilé au grand jour à la suite d'un reportage de l'ARD, la chaîne allemande, et un journaliste qui s'appelle Ayo Seppelt, qui est bien connu pour dénoncer certains scandales de dopage dans le sport. C'est lui qui est à l'origine du dévoilement du scandale de dopage russe. Et à la suite de tout ça, en fait, on a eu une sorte de... Bon, il y a eu des commentaires très sévères de la communauté antidopage. On a beaucoup entendu parler de l'agence antidopage américaine, dont on sait qu'elle est un peu en conflit ouvert avec l'AMA. Mais il n'y a pas qu'elle, il y a quasiment toutes les agences nationales antidopage qui ont questionné l'AMA sur la séquence. Il y a des questions d'apparence, de conflit d'intérêts, d'opportunités qui ont été soulevées. Et à la suite de cela, l'Agence mondiale antidopage a tenu une conférence de presse pour s'expliquer. Et le comité exécutif de l'AMA, quelques jours après, a nommé finalement un enquêteur indépendant. Là aussi, on pourra revenir dessus sur les questions d'apparence de conflit d'intérêts. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et finalement, le fait d'être un petit peu en rétro-pédalage, que l'Agence mondiale antidopage court après un petit peu finalement tout ça, amène certains questionnements ou un peu une ambiance de suspicion vis-à-vis de l'Agence mondiale antidopage. Et qui, à vrai dire, c'est un peu non usuel ce qui s'est passé. Parce que normalement, lorsqu'un athlète a un contrôle positif, tu le connais aussi bien que moi, c'est un principe de responsabilité objective, tu as un contrôle positif, hop, l'athlète, il est suspendu provisoirement. Et pendant la suspension provisoire,
ben, l'athlète, ses conseils vont potentiellement enquêter s'il décide de contester la suspension. Et là, on n'a même pas de suspension provisoire, on a l'explication qui arrive tout de suite et les athlètes ne sont pas suspendus. Donc c'est un petit peu bizarre. En fait, il y a des bouts qu'on a du mal à attacher par rapport au schéma traditionnel de ce qui se passe. Et puis, il y a quand même, en tout cas, une apparence de conflit d'intérêts avec la Chine. Alors, je ne dis pas qu'elle est véridique. Je veux dire qu'il y a quand même plusieurs choses qui sont questionnables sur les liens entre la Chine et l'AMA. Je suis arbitre en droit du sport. Je vais entendre ce type de dossier-là. Évidemment, j'ai une réserve. Je vais exprimer ma réserve. Je n'ai pas d'opinion, en fait, sur ce qui s'est passé, mais je vais poser des questions parce que pour bien comprendre un peu la mécanique, quand il y a un contrôle positif, il y a une vérification avant qu'il y ait une suspension provisoire, avant que ça devienne une violation aux règles antidopage. Il va y avoir un certain travail d'enquête qui va être fait par l'agence antidopage, par le laboratoire, pour s'assurer que la liste de contrôle pour mener à une accusation est complète. Parmi cette liste de contrôle-là, par exemple, je peux vous donner un exemple. On va demander si l'athlète a testé positif à une hormone qu'on peut retrouver dans le bœuf au Brésil. On va lui demander est-ce que tu as déjà voyagé au Brésil récemment, puis peut-être que c'est la source de contamination. Et si la réponse est oui et que c'est raisonnable, il n'y aura pas d'accusation et personne n'en entend parler. Tout à fait. Donc ici, est-ce que ça serait raisonnable de croire que peut-être que c'est ce qui s'est passé? Ils ont fait leur enquête interne et finalement, ils ont conclu qu'il n'y avait pas matière à déposer des accusations en raison, ce qu'on a lu dans les médias, en raison de la faible trace et peut-être que c'est raisonnable qu'il y avait effectivement eu une contamination dans les cuisines. Je pose la question. Mais on ne le sait pas, en fait. Et en fait, le problème, c'est que je pense, d'un point de vue scientifique, la conférence de presse qui a été tenue par l'Agence mondiale antidopage n'éclaircit pas ces zones d'ombre. En fait, ce qu'on nous a dit, la triméthazidine à faible dose, a priori, c'est une contamination. Puis on va en parler après. Alors même si les taux sont un petit peu supérieurs, dans le cas de Kamila Valieva, le discours scientifique était l'inverse. C'est de la faible dose, mais c'est pas nécessairement de la contamination. Donc déjà, ça crée une sorte de zone grise. Puis moi, je suis pas scientifique. Je ne fais que répéter ce que j'ai lu et ce que m'ont dit certains collègues qui travaillent dans des laboratoires. Donc déjà, il y a ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi une question de temporalité. Ça a mis 2 mois et demi à ce que l'AMA soit visée et à ce qu'on vienne avec une explication. Et ça a mis plus d'1 mois et demi, voire 2 mois, à ce qu'on aille faire des tests dans les cuisines de l'hôtel pour retrouver de la triméthazidine. Et lorsqu'on regarde le reportage de la RD, on nous montre que c'est quand même sacrément compliqué, qu'il faut en fait avoir quasiment de la triméthazidine broyée comme des épices ou dans un pot d'épices pour que ça puisse contaminer. Donc, est-ce que c'est raisonnable? Je ne le sais pas, mais il y a quand même un voile de gris qui mérite d'être éclairci. Et je trouve un petit peu... personnellement, j'ai écouté la conférence de presse et ce que je me suis dit à la fin, je me suis dit, je n'ai pas les explications que j'attends. On nous a dit, c'est tout à fait normal, etc. Mais comment est-ce que la triméthazidine s'est rendue dans une cuisine? Et quand tu regardes, les reporters allemands l'ont fait. Ils ont passé des pilules sur les mains, ils se sont frottés les mains. Ils ont essayé d'en frotter sur une poêle à cuisson. Ils en ont jeté du 3e étage pour voir si la pilule se brisait. Elle ne se brise pas. Donc, au bout d'un moment, tu arrives avec beaucoup de zones d'ombre. Et pour moi, le critère raisonnable, oui, tu l'évoques dans certains pays. Ici, le critère raisonnable, je ne sais pas s'il est là, en fait. Et ce qu'il y a d'un petit peu gênant aussi, c'est que l'enquête, elle n'a pas été uniquement faite par l'agence antidopage chinoise, elle a aussi été faite par le ministère de la Sécurité publique chinois, donc le gouvernement chinois. Ouais, je comprends. En fait, il y a des questions. Je pense que ça amène un certain nombre de questions légitimes. Et si on additionne cela aux apparences de conflits d'intérêts qui sont multiples avec la Chine, on arrive à un questionnement. Et surtout, ce que je crois comprendre de ce qu'on voit avancer par certaines agences nationales antidopage, c'est qu'il y a un sentiment de la part de ces agences nationales antidopage d'avoir un 2 poids 2 mesures. C'est un truc qui sort du langage de plusieurs agences nationales antidopage, de dire, nous, si on avait fait ça, c'est certain qu'on nous aurait dit non. Donc, alors après, il y a de les perceptions, il y a du ressenti, il y a aussi le fait que,
la Chine est un peu, et la natation chinoise est un peu aussi sous l'œil du cyclone à la suite de l'affaire Sun Yang, qui a quand même été suspendu 8 ans, à la suite de dénonciations de certains lanceurs d'alerte vis-à-vis d'un dopage systématique dans la natation chinoise. Donc il y a plusieurs lumières oranges qui s'allument et qui amènent, qui je pense, je pense que dans ce cas-là, davantage de transparence aurait peut-être été souhaitable. Penses-tu qu'il y a un certain principe de ce qu'on appelle le too big to fail, c'est-à-dire qu'un nageur aurait testé positif, ça aurait été une chose, mais maintenant c'est 13 nageurs à quelques mois des Jeux olympiques. Est-ce que ça a pu influencer l'AMA ou les agences antidopage? Tu sais, ça a gêné personne too big to fail. La Russie, ça a gêné personne de leur rentrer dedans comme il fallait. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit too big to fail. J'attends avec impatience en fait le rapport d'enquête parce que peut-être et j'espère qu'on va comprendre les choses. As-tu confiance à la personne qui a été nommée pour le rapport d'enquête? Je le connais pas. Ouais. C'est un procureur. C'est une affaire de preuve en fait en l'espèce. Donc après on a pu dire dans les médias que c'était quelqu'un qui avait pas d'expertise en droit du sport. Bon, c'est un fait. On aurait peut-être pu aller chercher quelqu'un qui avait une expertise. C'est pas la personne en fait, c'est le processus pour moi qui est dérangeant. C'est cette personne-là, elle a été nommée par le comité exécutif de l'AMA, sans appel à candidature, ou du moins j'en ai pas vu passer, je me trompe peut-être, et elle ne relève que du comité exécutif de l'AMA. Donc, et je pense que si on avait voulu, et d'ailleurs ce processus a été critiqué encore une fois par la presse et par la communauté antidopage, je pense qu'il y a des organes qui offrent je pense à Sport Resolution en Angleterre par exemple, qui offrent un système d'enquête dans lequel si l'AMA avait fait affaire avec Sport Resolution et que c'était Sport Resolution qui avait été responsable de nommer un procureur ou une commission d'enquête, on aurait mis un peu des murs en fait. Et là, on se retrouve encore une fois dans une apparence de conflit d'intérêts qui est un peu questionnable. Tu vois, et encore une fois, je remets en cause nullement la qualité de M. Cotier qui a été nommé et je remets nullement en cause la bonne foi des gens qui ont fait ça. Je dis juste qu'aujourd'hui, on est sur certains standards qui sont, je pense, beaucoup plus élevés qu'il y a quelques années. Et ce n'est pas uniquement l'AMA, je pense que c'est le monde du sport qui se fait rattraper par ces questions de conflits d'intérêts qui sont latentes. C'est le cas au niveau de la justice sportive que tu connais bien. C'est le cas au niveau ici canadien de gouvernance des organisations sportives. Et là, je pense, on est dans un exemple d'une. Je pense qu'on aurait pu mieux faire. Peut-être on s'est décidé. L'AMA a peut-être été un peu vite parce qu'il y avait de la pression pour décider et sans prendre le temps de recul nécessaire pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement ne plus porter le flanc aux critiques. Et en fait, ils ont voulu répondre aux critiques en nommant un procureur indépendant avec un processus qui est critiqué. Et je pense que quand on est dans une affaire comme ça, on doit essayer de laver plus blanc que blanc en fait. Et ici, j'ai pas l'impression que ça a été le cas. On a voulu décider vite. C'est bien de décider vite et de donner 2 mots au procureur, mais qui relève du comité exécutif de l'AMA et qui soit nommé par le comité exécutif de l'AMA. C'est encore une fois. Mais est-ce que c'était pas justement ce processus-là? Là, tu dis que les critères ont peut-être été élevés au cours des dernières années, mais est-ce que ça n'a pas été justement ce processus-là qui a été suivi avec le rapport McLaren puis le rapport oui, bien sûr. C'est l'exécutif de l'AMA qui les a nommés, Tout qui à les a fait. payés. Oui, exactement. Dick Pence, c'était l'ancien fondateur de l'AMA, donc il était soumis aux mêmes critiques. Puis finalement, le rapport je pense, n'a pas été critiqué. Les rapports n'ont pas été critiqués, en tout cas pas au niveau de la partialité. En Occident, en tout cas. En tout cas, au niveau de l'impartialité. Oui, au niveau de l'impartialité, mais en Occident. Si on regarde ce qu'ont dit les Russes, c'est sûr. Mais effectivement, quand on a nommé la commission McLaren, déjà il y avait 3 personnes. Ouais. C'était pas une seule personne. C'est la première chose. Et c'était pas une décision qui impliquait l'AMA qui était mise en cause. Là, c'était finalement un système de dopage étatique. Il y avait pas de. Et les liens avec l'agence étaient moins forts. Donc, je pense que le problème était moindre. Ouais, maintenant, oui, on a fait ça, ça a bien fonctionné, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas faire évoluer nos pratiques vers des standards qui sont meilleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu dû pour faire évoluer ces standards-là. OK, ouais.
intéressant. Donc, Shinada, qui est l'agence mondiale, l'agence chinoise antidopage. Donc, les feux des projecteurs sont, je crois, pour la première fois vraiment visent Shinada. Il y a Rusada, l'agence antidopage russe, qui a été vivement critiquée, qui est à ce jour, qui est toujours suspendue aussi devant l'AMA. Donc, Shinada, quelle est ton impression ou la réputation? Est-ce que c'est une agence qui serait intègre? Est-ce que c'est dans la même ligue que Rusada ou on parle vraiment de ton opinion, ce que tu entends? Je ne le sais pas. J'en ai aucune idée, en fait. Donc, c'est nouveau pour tout le monde. On apprend... Je te dirais qu'il y avait quand même, et c'est l'agence antidopage américaine qui avait fait un signalement de lanceur d'alerte qui disait qu'il y avait des problèmes au niveau de la natation chinoise. Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de Shinada? J'en ai aucune idée. Pour l'instant, on n'a pas de fait qui démontre que. Voilà. Après, la Chine, ça fait quelques années qu'en Occident, on regarde ça. Tu sais, il y a des pays qui sont un peu sur la ligne et il y a eu quand même des questionnements quant à l'élévation du niveau de performance dans certaines disciplines. Alors après, on sait que le sport, c'est un élément super important de la diplomatie chinoise aussi. Est-ce que Shinada est pas au niveau? On ne le sait pas. Et puis quand on regarde, quand on essaie de voir ce qui se passe au niveau de la conformité, la conformité au Code mondial antidopage et à la convention de l'UNESCO, bon, si on regarde du côté de l'UNESCO, c'est les autorités publiques chinoises, c'est un auto-questionnaire qui remplissent. Donc, ça marche pas. La Russie est totalement conforme, ça marche pas. On le sait, ça marche pas. Tout le monde le sait. Il y a un groupe de travail à l'UNESCO qui essaie de faire changer les choses. Bon, c'est un peu compliqué, c'est autre chose. Au niveau de l'Agence mondiale antidopage, encore une question de transparence. Les rapports de conformité des organisations que soumettent les organisations nationales antidopage ne sont pas publiés. Et le rapport de la conformité de l'AMA, c'est un rapport annuel. En fait, tu n'as que les lignes quand une organisation nationale antidopage n'est pas conforme. Et Shinada, a priori, est conforme. Mais on n'a aucun document qui permet de voir quels sont les problèmes, quelles sont les améliorations à faire, etc. Donc, dans l'état actuel des choses, on va croire en la bonne foi du joueur et dire qu'a priori, il n'y a pas de question. Peut-être que le rapport d'enquête de M. Cotier nous dira qu'il y a des problèmes, mais je ne le sais pas. D'où peut-être l'appel public, justement, d'ouvrir une enquête qui serait indépendante pour voir si anguille sous roche ou non. Ben, tu sais, moi, si j'avais été dans les souliers, là, c'est facile de se dire, puis on est à l'externe, on n'est pas pris dans la gestion quotidienne, dans les millions de problèmes qui sont arrivés, dont on n'a pas vu avec tout ça d'ailleurs, parce qu'ils ont eu certainement des coups de téléphone ou des affaires à gérer qui étaient pas mal complexes. Mais si j'avais été dans les bottes finalement des personnes qui décidaient au comité exécutif de l'AMA, j'aurais pas nommé un Suisse. J'aurais nommé un Américain, un Allemand. Je serais vraiment allé si j'avais dû nommer et je pense que j'aurais nommé une commission tripartite de 3 personnes. Tu vois. J'aurais pas mis ça dans les mains d'une seule personne. Et le Suisse, pourquoi? Parce que les Suisses sont neutres? À cause de la proximité avec le CIO, avec la FINA? C'est un peu sorti du champ gauche, en fait. Moi, quand on m'a écrit et qu'on m'a dit hey, c'est un tel, il a fallu que j'aille faire des recherches pour voir qui c'était. C'est pas un expert en droit du sport, déjà? C'est pas un expert en droit du sport, c'est pas un expert en droit international. C'est un procureur, comme on aurait pu aller chercher un procureur à la retraite ici au Canada. Peut-être que effectivement, alors après on peut partir en conjecture, comme tu dis, en conjecture, pardon, puis se dire proximité avec le CIO, proximité avec le bureau régional de l'AMA. C'est peut-être ça, c'est peut-être complètement autre chose. Puis c'est certainement quelqu'un de très compétent en matière de preuve. Encore une fois, j'ai pas de problème avec ça, mais pas d'explication plus que des avis personnels qui ne sont pas bien scientifiquement fondés. Parlons de même substance interdite, donc la triméthazidine, et d'une autre athlète, Kamila Valieva, qui a été contrôlée positive aux Jeux olympiques de Pékin. En fait, avant. Elle a été 2022. En décembre 2022. Ouais. En décembre 2021. Ouais, lors des... Puis on se rappelle que le résultat positif est sorti pendant les Jeux. Tardivement d'ailleurs. Tardivement, 2 mois plus tard. Pendant les Jeux, à la veille d'une compétition à laquelle elle devait participer. Finalement, elle n'a pas participé à la compétition à la dernière minute. On ne savait pas trop pourquoi.
Puis elle a participé Elle a aussi. participé, Puis, mais elle a perdu, elle a participé, elle est mais elle a complètement... pas, ouais, elle a pas ils n'ont réussi. pas donné les médailles. Il n'y a pas eu de cérémonie de médailles. C'est ça, ouais. Donc, puis cette décision-là a été portée devant le TAS. Puis le TAS a confirmé une suspension de 4 ans. J'aimerais avoir tes observations sur le processus. On parle d'un enfant aussi, d'un mineur. Ouais. Et puis, où s'en est rendu maintenant cette affaire? Ouais. Effectivement, comme tu l'as dit, on parle d'une mineure 15 ans au moment des faits. Ouais. Moi, ça m'interpelle. En tant que parent, ça m'interpelle. En tant qu'amateur de sport, ça m'interpelle. Et en tant que spécialiste dans la daily life, ça m'interpelle aussi. Ouais. Est-ce qu'à 15 ans, on a la maturité intellectuelle et physique pour participer aux Jeux Olympiques? Je pense qu'on a de sérieuses questions à se poser. Donc, tu remets en question l'âge minimum de participation aux compétitions, point. Okay. Elle a été lynchée sur le tribunal, par le tribunal de l'opinion publique. Mm-hmm. C'est un gros problème. Sur le processus, il y a quand même, là encore, des zones grises. En Occident, on va préciser. En Occident, parce qu'en Russie, c'est... En Russie, ils étaient derrière elle. On est d'accord, mais... on s'entendra sur les relations internationales de la Russie en ce moment, c'est un peu étrange pour nous en tout cas, mais bon. Sur le processus, c'est une athlète c'était la meilleure au monde au moment où elle compétitionne. Elle est contrôlée, elle subit un contrôle en compétition en décembre 2021. Normalement, puis moi j'ai jamais vu l'explication, j'ai regardé encore la sentence du TAS ce matin, parce que je la lisais pour autre chose, puis je l'ai pas vu non plus. Normalement, un athlète qui participe aux Jeux Olympiques et qui a une très forte chance de médaille, on peut identifier un échantillon, alors pas personnellement, mais pour demander une analyse plus rapide ou en urgence. Mmh. Apparemment, ça n'a pas été fait sur son échantillon. Après, il y a eu 2 éclosions de Covid au laboratoire antidopage de Stockholm. Bon, ça c'est malheureux, là, à la limite c'est la fatalité. Ce qui fait qu'il y a eu du retard dans la communication du contrôle et dans l'identification du contrôle positif. Donc ça c'est... Mais bon, pourquoi est-ce que l'échantillon n'a pas été identifié? C'est une chose. La défense de Kamila Valieva, même substance, argument de défense analogue, contamination. L'argument, c'est que son grand-père est la personne qui la véhicule tous les jours pour l'emmener au centre d'entraînement. C'est plus d'1 heure aller, 1 heure retour. Et elle aurait mangé une pomme, bu dans le même verre, etc. Bon. Et là, on a un argument qui nous dit, même si la dose est faible, la contamination est possible. Et de l'autre côté, on ne nous le dit pas. Mais encore une fois, moi, c'est quelque chose que je n'ai pas bien compris. Et je pense que ce qui perd un peu Kamila Valieva, c'est la nature de sa défense. Et c'est le témoignage, en fait, de son grand-père. Parce qu'il y a eu 2 sentences, en fait. Il y a eu une sentence durant les Jeux par la chambre spéciale du TAS pour savoir si elle pouvait continuer à compétitionner. Et il y a eu une sentence au fond qui a été rendue il y a quelques semaines. Et on se rappelle que durant les Jeux, la chambre du TAS dit non, vous pouvez compétitionner à participer, il y a une lacune dans le code, bon, c'est une technicalité juridique. Mais le témoignage du grand-père, qui est quand même dans une affaire importante, il est fait au téléphone, dans sa voiture, avec des arguments qui sont un peu fluctuants. Tu sais, il n'y a pas d'histoire claire en disant oui, je la véhicule tous les jours, je prends tel médicament, voici l'ordonnance et voici nos hypothèses. Ça peut être un verre, ça peut être une pomme, ça peut être je ne sais quoi. Voilà. Et ça, on ne l'a pas. On l'a pas. Après, sur la sentence au fond... Mais je pose la question, évidemment, ça appartient au parti d'amener les témoins devant le tribunal, mais il me semble qu'ici, ça aurait été pertinent que le témoin témoigne en personne. Puis il n'a pas été bien préparé. Au téléphone. À Pékin, c'était pendant les Jeux, quoi. Ouais. Donc il ne pouvait pas se rendre à Pékin. Ah, OK. Donc, pendant les Jeux, tu parles pendant les Jeux. OK, mais pas au fond. Mais je pense que le témoin était mal préparé. Ouais. Bon, tu le sais, t'as l'habitude. On n'a pas toujours le temps de te préparer les témoins. Non, puis surtout dans les Jeux, ce qu'il faut expliquer, c'est que contrôle arrive, il y a quoi? Il y a 12 heures, 24 heures après, la sentence tombe. Donc ça va super vite. Donc après, j'étais très critique de la sentence, là, pour d'autres raisons. Mais... Au fond, la sentence au fond? Non, la sentence au fond. Non, la sentence intermédiaire. La sentence au fond, ce qui me questionne, c'est la durée de la suspension. Parce que 4 ans, je trouve... D'ailleurs, c'est pas unanime, la sentence n'est pas rendue à l'unanimité.
4 ans, ça me paraît extrêmement sévère. Et en plus, on est dans un régime qui vise une mineure. J'aurais cru comprendre que c'était 2 ans, mais en tout cas, encore une fois, si j'avais été dans les bottes des arbitres, je me serais questionné sérieusement sur la durée de 4 ans. Puis là, ça me renvoie à autre chose. Ça renvoie à autre chose. C'est que quand tu regardes les arbitres, ben, l'arbitre qui a été nommé par l'AMA et l'ISU, c'est un arbitre qui est nommé uniquement par, dans les affaires, qui est nommé très souvent par des fédérations sportives internationales. Bon, encore une, j'en reviens à mes histoires de. Alors, je dis pas que il a un biais, mais on le sait. On le sait quand on nomme des arbitres, qu'il y a des arbitres qui sont pro-athlètes, qu'il y en a qui sont pro-fédération. Il y a des, quand on discute avec des avocats en défense, ils vont te le dire qu'eux, ils cherchent à identifier le meilleur arbitre, etc. Et je pense qu'une des lacunes du système du tribunal arbitral du sport là-dedans peut venir justement des nominations et surtout, que les arbitres soient nommés par les parties, soit c'est une pratique en droit de l'arbitrage, mais qu'il n'y ait pas de limitation au nombre de nominations des arbitres. Parce que tu as des arbitres qui vont être toujours systématiquement nommés par la même partie, qui vont être nommés de manière hyper récurrente. Et au bout d'un moment, ça devient leur gagne-pain. Voire même, et je vais plus loin que ça, certains, il y en a plusieurs, sont aussi consultants pour ces fédérations. À part, en plus de ça. Ah oui, mais donc, là, ici, on a un conflit d'intérêts, par contre. Ouais, mais... Ouais. Et ça, on ne sont pas dévoilés. Mais ils sont dévoilés, ça passe. Okay. T'en as qui sont consultants pour la FIFA, puis qui sont arbitres pour la FIFA. T'en as qui sont consultants pour l'AMA et qui sont arbitres. Moi, demain, n'importe quoi, je ne suis pas sur la liste du TAS, mais on peut quand même être nommé. Il y a une partie qui me nomme dans une affaire de dopage. Pendant 2 ou 3 ans, je vais me garder une gêne, si l'AMA est parti, d'accepter. Je vais dire, écoutez, il y a une apparence de conflit d'intérêts. J'ai été sur des comités de l'Agence mondiale antidopage. Ils ont financé une chaire de recherche dont je suis le titulaire, même si c'est indirect par les mécanismes de l'université. Je pense qu'il y a une apparence de conflit d'intérêts. J'ai conseillé l'AMA sur certaines choses où on doit, pour la bonne administration de la justice, même si c'est dans des standards qui sont admissibles par le TAS et par le tribunal fédéral suisse, dire non, je recule. Il y a quand même une déclaration qu'on doit signer comme arbitre. Mais c'est dans les déclarations. C'est dans les... Donc c'est déclaré. Et l'autre partie ne conteste. Est-ce que c'est parce que l'autre partie ne conteste pas? Parce que mais je pense que ça... Aussi. Ouais. Il y a un processus où... J'ai jamais entendu parler de contestation. Il y en a des contestations. Il y en a peut-être eu, mais quand tu regardes les standards au niveau du tribunal fédéral suisse, ça passe. Mais moi, il y a quand même un... Il y en a qui sont quasiment consultants à l'année longue pour des fédérations sportives, puis qui sont nommés par ces fédérations comme arbitres. Okay. Bon, bref, mais ça dépassait Valieva, mais c'est des questions importantes, je pense, en matière de bonne administration de la justice. Et donc, tu dis 4 ans, c'est un peu long. Est-ce que... Mais le code mondial antidopage est rédigé d'une certaine manière où les arbitres, souvent, ont les mains liées avec la rédaction du code. Est-ce que tu aurais des suggestions, par exemple, dans ce cas-là? Est-ce que le code aurait dû être rédigé différemment? Est-ce que les arbitres auraient pu rendre une décision? J'entends que les arbitres auraient peut-être pu rendre une décision un peu plus, je ne veux pas dire complaisante, mais clémente, un peu plus clémente. Ouais. Mais si tu étais un des rédacteurs du code, qu'est-ce que tu ferais, par exemple, pour un athlète mineur qui est âgé de 15 ans? Est-ce qu'il y a des... parce qu'il y a des dispositions pour les athlètes mineurs, mais est-ce que tu irais plus loin? Je pense qu'il y a 2 choses, en fait. Il y a ce qu'il y a dans le code et il y a ce qui a été fait. Ouais. Le code prévoit la confidentialité. Quand tu regardes le communiqué de presse de l'ITA, l'Agence internationale de contrôle, c'est une athlète mineure de l'équipe russe de patinage. Ouais. 1 + 1 = 2, tout le monde savait que c'était Kamila Valieva. Donc, je pense que la confidentialité est un élément important. Je pense qu'on doit clarifier sur la modulation des sanctions pour les mineurs, sur leur protection aussi. Mais on ne peut pas tout faire peser sur le Code mondial antidopage. Je pense qu'il y a une responsabilité des fédérations sportives, du CIO, pour arrêter que des enfants compétitionnent. C'est des enfants.
Qu'est-ce que tu définis comme enfant? Est-ce que tu établis l'âge à 18 ans, 20 ans, 16 ans? À discuter. Ouais. L'issue... Peut-être selon le sport aussi? Ça peut être défini. La Fédération internationale de patinage, bon, c'était dans les tuyaux avant le dossier Valieva, mais a relevé l'âge à 17 ans. Parce qu'il y a déjà les Jeux olympiques de la jeunesse, qui n'existaient pas il y a 20 ans. Oui, bien sûr. Il y a un forum et une opportunité quand même pour les enfants. Où tout à fait, exactement. Ouais, mais je pense qu'on doit... Puis il y a aussi une responsabilité du public. Ouais. On en a dans certaines disciplines, en gymnastique, il y en a en skateboard, il y en a en athlée aussi dans certaines disciplines. On attend toujours plus de performance. Mais une enfant de 15 ans qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques, c'est des problèmes de croissance et de développement personnel, je dirais musculaire, osseux. C'est souvent des jeunes qui sont déscolarisés ou qui ont des parcours scolaires extrêmement difficiles, puis dont la carrière se termine à 20 ans et ils sont complètement cassés. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et est-ce qu'en tant que société, on doit accepter cela? Je pense qu'avant tout, il faut revenir aux basiques et se dire que le sport, avant d'être un spectacle, avant d'être de la compétition, c'est un moyen de garder une population en santé. C'est un outil de politique publique et on l'oublie souvent. Ouais. Et je pense que quand on est en situation d'enfant, quand on est en présence d'enfants, en tant qu'adulte, on a une responsabilité première, c'est de les protéger. Et ça, je pense qu'on ne le fait pas. Du moins dans le milieu sportif. Il y a le cas Valieva, évidemment, qui a peut-être mis ça en évidence, mais est-ce qu'on ne se concentre pas trop sur un cas? Est-ce que c'est vraiment un problème par rapport aux autres athlètes mineurs qui peuvent compétitionner en gymnastique, par exemple, ou en patinage artistique à l'âge de 16 ans, 17 ans, ou qui ne seront pas confrontés à ça? Est-ce qu'on ne leur enlève pas une certaine opportunité? Est-ce que c'est vrai? Parce que si on ne leur permet pas de participer aux Jeux olympiques, il va quand même demeurer les championnats du monde, à moins qu'on change le système sportif au complet. Il y a les championnats du monde, il y a tout un autre parcours où ils vont peut-être continuer à être sous-scolarisés, puis avoir les mêmes enjeux. Est-ce que je me fais l'avocat du diable ici? Est-ce que en les retirant des Jeux olympiques, est-ce qu'on ne fait pas juste déplacer le problème? Est-ce qu'on le règle vraiment? Non, mais il faut le régler. Il n'y a pas que les Jeux olympiques. Il y a, comme tu le dis, les compétitions nationales, mondiales, etc. Mais ça vient d'en haut, comme tu le sais. Si la fédération disciplinaire ou le CIO établit une règle, après, ça descend en cascade au niveau continental, national, provincial. Ouais. Et je pense que oui, si c'est uniquement dans les Jeux olympiques, c'est ni fait ni à faire. Il faut que ce soit vraiment généralisé. Et oui, Valieva, c'est la partie émergée de l'iceberg. Les problèmes de déscolarisation, tout ça que j'évoquais, là, c'est l'occasion d'en parler parce qu'on a un cas parfait. Ouais. Mais ça permet d'en parler, de conscientiser les gens. C'est vrai que c'est intéressant parce que dans le sport où je suis plus familier, en triathlon, que je suis depuis longtemps, il y a la catégorie junior qui est 17-19 ans, puis après ça, il y a U20 qui est 19-20 ans. Et il n'y a pas d'athlètes de 16 ans ou 17 ans, même s'ils sont prometteurs, qui peuvent participer sur le circuit international. On va les envoyer vers le circuit junior, ensuite vers le circuit U20. Puis après ça, je pense qu'il y a des dérogations, des demandes de dérogation qu'il peut y avoir, mais je ne pense pas qu'une dérogation serait accordée pour un athlète de 16 ans ou 17 ans. Aussi superstar qui pourrait l'être. Donc, mais regarde, puis tu disais, est-ce qu'ils perdent des chances? Ils les reprendront à 18, 19 ou 20 ans. Là. C'est tout. Ouais. Écoute, David, très intéressant. Parlons des Jeux de Paris qui s'en viennent dans quelques semaines dans ton pays d'origine. Vas-tu y être? Non. Trop de monde, trop cher. On voit, comme je dis souvent à mes amis, vous verrez mieux ça à la télé. Tu veux pas aller faire une petite baignade dans la Seine, non? Non, ça me tente pas. Non, ça me tente pas de sortir vert. Là. Non. Bon, on va parlons des Russes. La présence des Russes aux Jeux olympiques 2024. On sait qu'ils n'ont pas le droit de représenter leur drapeau aux Jeux olympiques depuis Rio. Depuis 2016 quand même. Ouais. Donc, alors, peux-tu expliquer à l'auditoire, débroussailler, parce qu'il y a le conflit en Ukraine, il y a la suspension de l'agence russe antidopage. Donc, quoi faire de tout ça? En fait, il y a deux problèmes, en fait. Ouais. Le problème le plus vieux, pourquoi est-ce que les Russes ne compétitionnent plus depuis Rio sous bannière russe, et pourquoi le comité olympique russe
est suspendu, c'est parce qu'on a découvert un système de dopage étatique et que la Russie ne s'est toujours pas mis en conformité avec ses obligations. Ça, c'est une chose. Ça, c'est toujours pas réglé. C'est Ils sont toujours pas toujours pas réglé. mis en C'est toujours pas conformité. réglé. Est-ce que c'est en voie de se régler? Est-ce que c'est un dossier qui est mort? Comment est-ce que ça avance? Est-ce qu'on a des développements? Moi, j'ai pas vu de développement récent. Non. 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 OK. Non, il n'y a pas de développement récent. Les Russes disent qu'ils avancent. De l'autre côté, on leur dit non, vous avancez pas. Voilà. OK. Donc, il y a des appels récurrents au TASS, d'ailleurs, qui sont faits pour contester les suspensions de l'agence antidopage russe. Bon, le TASS, depuis 2016, dit non, vous n'êtes pas conforme. Puis on a le conflit en Ukraine. Le conflit en Ukraine qui est plus récent, même si l'annexion de la Crimée date, mais finalement, on se rappelle que pendant les Jeux de Pékin, pendant la trêve olympique, pendant les Jeux paralympiques, en fait, les Russes ont eu la bonne idée d'envahir l'Ukraine. Et là, on a eu finalement tout un arsenal de sanctions, et c'est assez unique. C'est la première fois que le monde du sport a réagi. Peut-être aussi parce que la communauté internationale, vu qu'on est en présence d'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'arrivait pas à réagir non plus, parce qu'on se souvient qu'il y a déjà eu des pays qui ont été mis à l'index des Jeux parce qu'ils étaient en situation de conflit armé. Je pense à l'ex-Yougoslavie, par exemple, quand il y a eu l'Afrique du Sud. Bon, c'était autre chose, mais c'était la politique d'apartheid. Ouais. Donc, on a eu une réaction extrêmement forte du monde du sport. Et là, on semble reculer un peu au niveau politique, au niveau sur la guerre en Ukraine, où finalement les fédérations sportives sont pas toutes alignées. Le CIO a pas l'air de vouloir y aller à fond sur l'exclusion d'une équipe russe. Et finalement, on se retrouve avec la lutte antidopage qui arrive finalement un peu comme le sauveur, en disant, il y a toujours des sanctions, donc on va les laisser compétitionner sous bannière. On va laisser compétitionner les athlètes russes qui sont propres sous bannière neutre. Mon avis sur tout ça, c'est qu'il y a une grande éducation à faire sur les droits humains et sur le droit international dans le monde du sport. Je pense, globalement. Encore une fois, on est sur la partie émergée de l'iceberg, mais quand tu vois les conditions dans lesquelles sont construites les installations olympiques, par exemple, avec des violations de droits humains, des normes environnementales dérogatoires, le CIO pourrait tout à fait... Le CIO, dans ses propres achats, s'impose de faire des achats durables. Mais quand tu regardes les modèles de contrats pour les marchés publics, donc lorsque les gouvernements construisent des installations sportives olympiques, le CIO n'a aucune recommandation quant au fait que ces installations doivent être faites en respectant des critères de développement durable. Pourtant, c'est la tendance. En Europe, ça fait 20 ans. Au Canada, au Québec, on vient d'adopter des normes là-dessus. Si on veut être prescripteur, c'est là. La politique du CIO en matière de droits humains, c'est tout nouveau. Il y a il y a des clauses dans le contrat de ville haute dont on sait que la ville haute doit respecter les droits humains. Jamais le CIO enlèvera les Jeux Olympiques à un pays parce que il blâme le droit de manifester ou des choses comme ça. D'ailleurs, jamais le CIO a retiré des Jeux dans l'ère moderne. Donc, c'est un peu de l'affichage. Après, sur la guerre en Ukraine, c'est 2 poids 2 mesures. Encore une fois, 2 poids 2 mesures. Non, mais est-ce qu'il vaut mieux que ton ennemi, tu l'aies à côté de toi, ou est-ce qu'il vaut mieux le marginaliser? La question se pose. Et quand tu vois, là, les quelques jours avant les Jeux, la Russie organise les Jeux des BRICS, je pense. Il y a 5-6 pays qui vont y aller, avec des menaces de sanctions vis-à-vis des athlètes, tout ça. Maintenir un pays à l'index comme ça pendant 10-12 ans, est-ce que ça ne contribue pas à le marginaliser une fois de plus? Je ne le sais pas. Mais les opposants vont dire que ça serait trop facile s'ils étaient réintégrés plus rapidement. Puis, est-ce que ça ne fait pas partie de la stratégie d'avoir le CIO à l'usure? Oui, je ne le sais pas. En fait, je me pose des questions. Mais je suis d'accord avec toi. Quand on marginalise, on radicalise. C'est ça. Et donc, après ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais là, est-ce qu'on n'est pas déjà en présence d'un État qui est déjà radicalisé? C'est très compliqué. Et c'est très compliqué aussi d'être dans la peau des athlètes russes, je pense. Tant ceux qui sont en Russie que ceux qui sont à l'étranger. Lorsque Panarin le joueur de hockey, avait dénoncé, je ne sais plus, je pense que c'était le traitement de minorités en Crimée à la suite de l'invasion,
le gouvernement russe avait ressorti une vieille accusation d'inconduite sexuelle lorsqu'il jouait en Russie, qui avait d'ailleurs été classée, mais ça lui avait valu quand même tout un tas de problèmes avec son club de Ligue nationale de hockey, etc. Donc, et ça peut générer des pressions sur leur famille aussi. Donc, exiger de n'accueillir que les athlètes qui se sont déclarés contre la guerre, tu sais, quand tu vis dans un régime qui n'est pas démocratique, ta sphère dans l'opinion publique, elle est extrêmement limitée. Nous, tout ce qu'on peut dire à l'encontre du gouvernement du Canada, moi, j'ai critiqué vertement le gouvernement du Canada déjà dans les médias, mais jamais rien arrivé. Ouais. Si tu es dans une dictature, c'est pas la même mayonnaise, quoi. Ouais. Donc, tu sais, mais est-ce qu'on doit... je pense qu'on attend beaucoup du sport, que le sport a un gros chemin à faire justement sur cette exemplarité, cette intégrité, globalement, tu vois. Mm-hmm. Et que pendant longtemps, au motif de l'autonomie du sport, on a pu faire les affaires dans le coin. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est plus possible de manière globale. Donc, on doit aller vers plus de transparence, vers plus d'exemplarité, vers une réduction des apparences de conflits d'intérêts, vers une meilleure gestion des droits humains. Ça fait beaucoup dans la valise, là. Parce qu'on part de très, très loin, en fait. Donc, est-ce que la Russie, Est-ce que c'est pas un peu aussi la conséquence du succès que le sport a et cette attente que la population a que le sport international devient un peu le nouveau porteur de nos valeurs collectives, qu'on aimerait bien qu'elles soient idéalisées. Et parce que de moins en moins, nos gouvernements portent ce message-là d'idéalisation de nos valeurs. Et avec le retrait de la religion, en tout cas en Occident, de la sphère publique, la religion n'est plus ce modèle d'idéalisation de nos valeurs. Donc, on recherche une boussole morale pour nos valeurs et puis on se retrouve inévitablement à demander, à créer des attentes peut-être difficilement atteignables envers le sport pour leur demander, ben, soyez notre phare de valeurs et il y a une certaine limite à laquelle le CIO ou bien le sport international peut répondre? Oui et non. Je m'explique. Je pense que la projection de valeur, on l'a encore dans la lutte contre les changements climatiques à l'international. On a eu une réunion à Ottawa pour un traité sur la pollution plastique dernièrement. Tu vois. Donc il y a une projection de valeur, mais vu la structuration de la communauté internationale des États, aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile de s'entendre. Puis bon, c'est mon domaine aussi, le droit international. Et on a de plus en plus de mal à conclure des traités, ces accords internationaux. On a de plus en plus de mal à trouver un consensus avec des valeurs ou des objectifs qui sont concurrents / divergents. Quand je parle de valeurs, je vais m'exprimer peut-être un peu plus précisément. Pour moi, les valeurs, c'est des valeurs, c'est des concepts fondamentaux. Par exemple, l'honnêteté, l'intégrité. Puis on peut le ramener justement au conflit à Gaza, c'est la faculté de pardonner et de négocier une entente plutôt que de répliquer avec du œil pour œil, dent pour dent. Donc, ces valeurs-là qui sont... Avant, c'était la religion qui était porteur de ces valeurs-là, nos gouvernements également. Et maintenant, avec certains discours qui sont un peu plus... disons, confrontant entre les différents partis, puis on le voit au Canada aussi, malheureusement. Est-ce que le sport est pas... Est-ce que la population ne crée pas certaines attentes pour que, finalement, la solution soit à travers le sport pour transposer ces valeurs-là d'honnêteté, d'intégrité, de... Mais tu sais, c'est des valeurs transcendantes du droit international, la bonne foi, tu sais, le respect de la parole donnée, etc. Mais c'est pour ça que j'allais venir. Oui, on a des attentes sur le sport parce que, on le sait, le sport n'est pas géré par des relations intergouvernementales au niveau international. Donc, la production de normes, la production de règles va plus vite. Donc, d'un point de vue, moi, professionnel et dans mon domaine, c'est normal qu'on se déporte vers ces nouveaux modes de production normative. Et d'un point de vue politique, oui, avec l'hypermédiatisation du sport, avec finalement l'économie autour du sport, le fait d'avoir pu, si jusque dans les années 90, on a pu fonctionner un petit peu entre nous en se disant on est autonome, on fait nos affaires, etc. On se fait un petit peu rattraper par la patrouille, quoi. Il y a eu les affaires de corruption au CIO, à la FIFA, il y a les affaires de dopage, il y a les affaires de matchs truqués, etc. Ouais, on se fait rattraper. Puis à la limite, c'est sain que le sport se fasse rattraper par ça. Mais
Je pense que le sport ça a une valeur éducative, ça a une valeur sociale, et c'est un véhicule tu sais, c'est un véhicule de valeur aussi, le sport. Tu sais, le respect de l'adversaire, apprendre à perdre, ne pas vouloir perdre, apprendre le goût de l'effort. Ouais. Et donc, le travail d'équipe. Le travail d'équipe, tout à fait. Je pense que les organisations sportives ont ce devoir de conscience à faire et surtout qu'on est on est en présence d'organisations privées, donc adopter de nouvelles normes, ça dérange personne en fait. C'est facile. Il n'y a pas un État qui va lever la main et dire je suis pas d'accord, parce qu'ils n'ont pas le droit au chapitre, donc c'est facile, ça coûte pas grand chose, et pour les organisations sportives, ce serait finalement un bon outil de marketing. Donc vu de l'extérieur, un peu comme commentateur et analyste, je trouve qu'on attend. En fait, on est en réaction, alors que ça prendrait pas grand-chose d'être proactif. Alors c'est toujours facile, hein, encore une fois, de se mettre dans les bottes des autres, mais je me dis que le monde du sport pourrait être plus proactif en matière d'exemplarité. Prends quelque chose. Soccer Canada, rien à voir avec ce que je te dis. On a une crise parce que l'organisation nous dit, a pas nécessairement beaucoup d'argent. Bon, il y a aussi des contrats de commandite qui sont un peu discutables, mais les athlètes hurlent. Les athlètes des deux équipes nationales, féminines et masculines, menacent de se mettre en grève, etc. Qu'est-ce qu'on attend pour les mettre au centre de l'organisation? On va nous dire il y a d'anciens athlètes sur le board, mais c'est pas suffisant. Créer un comité des athlètes avec des athlètes actifs et peut-être des athlètes qui ne le sont plus, et ayez systématiquement des représentants de ce comité des athlètes sur le conseil d'administration. Comme ça, ils vont savoir ce qui se passe. Puis ils pourront plus dire mais nous on veut plus d'argent. Il y en a pas. Vous le savez bien, vous êtes au board. Alors plutôt que d'avoir on dit on les marginalise, puis finalement on va vous expliquer comment faire. Ben, venez autour de la table, parce que finalement le sport c'est pour qui? C'est pas pour c'est un peu pour les spectateurs, mais c'est surtout pour les athlètes. Sans athlètes, il n'y a pas de sport. Mais j'ai l'impression que on les materne encore un peu, etc. Alors que l'athlète doit être au centre de tout ça. Et si on mettait alors après c'est facile, mais si on mettait les athlètes de Soccer Canada au centre de la gouvernance de l'organisation, je pense que ça irait peut-être un petit peu mieux. Je pense qu'il y a beaucoup d'organisations, si on prend pour le Canada, si on parle du Canada, d'organisations de sport national qui se définissent comme étant Athlete Center, de centrer autour des athlètes, mais qui ne le sont pas. Pour avoir été vice-président de Triathlon Canada pendant plusieurs années et au sein de l'organisation, je peux quand même témoigner de la difficulté qu'on avait de recruter des athlètes actifs au sein du conseil d'administration, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un travail qui est bénévole, qui demande beaucoup de temps, si c'est fait correctement, qui demande des déplacements aussi. Maintenant, il y a des réunions qui se passent plus par Zoom. À l'époque, c'était toutes des réunions en personne. Donc, c'était très difficile d'avoir des athlètes actifs pour s'impliquer. Et on avait plus de chances. Donc, tu as tout à fait raison. Il faut que les athlètes s'impliquent plus dans la gouvernance de leurs organisations, mais il faut aussi que l'organisation leur fasse de la place. C'est vrai. On va terminer là-dessus, David. Je te remercie beaucoup. Moi, ce que je retiens aussi tout à l'heure de ce que tu as dit, puis ça vient tout à fait me parler, c'est que le sport, ça fait partie d'une équation de santé publique, et ça, on n'en parle pas assez. Le sport a une place à prendre, mais les gouvernements ont également une place à reconnaître au sport parce que notre système de santé, c'est pas seulement de guérir des gens, mais c'est aussi de prévenir qu'ils se retrouvent. Au Canada, on est complètement à côté de la plaque. On est complètement à côté. Tu sais, le programme de financement tu connais ça mieux que moi, mais le programme de financement des fédérations sportives, depuis pré-Vancouver, à nous le podium, on finance nos fédérations sportives sur la base des résultats. Donc finalement, ça conduit à quoi? Ça conduit, histoire rapide, à un scandale de Hockey Canada. On va mettre sous le tapis une affaire de viol pour avoir nos meilleurs joueurs et puis continuer à avoir des résultats et avoir de l'argent. Alors que si le sport, c'est une vraie politique de santé publique, on va financer les fédérations par le nombre de participants. Et ce qui fait que nos fédérations nationales sont complètement désengagées de la gestion quotidienne du sport, parce qu'ils ne gèrent que les équipes nationales et tout le reste est balancé aux fédérations provinciales. Le mandat de Sport Canada devrait être révisé, à mon avis, parce que le mandat de Sport Canada, c'est de reconnaître seulement l'élite et les athlètes de calibre international, incluant le soutien aux événements internationaux. J'en organisais plusieurs, et puis j'ai toujours été amèrement déçu du soutien de Sport Canada, mais c'est dans leur
c'est dans leur politique. Alors, il faut changer les politiques. Mais effectivement, je pense que ça fait partie... ça doit venir... j'ai hâte d'avoir un premier ministre, soit au Québec ou au Canada, qui prononce ces mots-là, que le sport fait partie, puis pas simplement le sport loisir, là, mais le sport fait partie d'une adéquation de santé publique. Et à partir de ce jour-là, on va peut-être voir les résultats 10 ans plus tard, parce que c'est sur un espace de temps qui est très, très long. David, merci infiniment. Ça a été vraiment une discussion incroyable. On aurait pu continuer pendant longtemps. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Oui, LinkedIn, principalement. LinkedIn, préférablement. J'ai abandonné Twitter, j'ai abandonné X pour des raisons donc LinkedIn, publiques. LinkedIn, c'est le mieux. Ouais. LinkedIn ou Facebook aussi? Non, Facebook, c'est LinkedIn. Donc, professionnel, c'est LinkedIn. David Pavot, P-A-V-O-T. Ouais. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté Le Code et puis on se revoit pour un prochain épisode. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci.